Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette table ronde de la Fédération du courtage en crédit en partenariat avec le Média Imo dans le cadre de l'émission Fan du crédit. Et aujourd'hui, on va parler de fidélisation. Alors, fidélisation clientèle, fidélisation apporteur. Le sujet étant aujourd'hui de pouvoir savoir si jamais, avec nos invités, si jamais on va pouvoir un peu passer du modèle one-shot à un modèle récurrence, sachant que dans nos métiers d'intermédiaire bancaire, la récurrence n'est pas à l'ordre du jour dans nos produits et services. Autour de moi, pour en parler, Jean-David Lépineux, fondateur et dirigeant de Opinion System et de YouWin, puisque c'est la même entité. C'est bien ça. Bonjour Bruno, bonjour Baptiste. Et Baptiste Vanderborg. C'est ça? J'essaye de manger un peu. Ouais, c'est ça. Vas-y, corrige-moi. Écoute, il y a longtemps que je t'appelle par le prénom, ça m'évite de faire des erreurs. Mon adresse mail, je mets pas mon nom de famille dans l'adresse mail, comme ça simplifie tout. Exactement. Donc, fondateur et dirigeant de YouCan. Absolument. Je suis très content que tu n'aies pas rajouté lead. Non. Longtemps qu'on a retiré lead. Ça fait bien YouCan. Donc juste YouCan. Bonjour Bruno, merci pour l'invitation. Bonjour Jean-David, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Ok, alors je vais vous donner un petit peu tout de suite la parole aux uns et aux autres pour présenter un peu vos structures, parce que les gens vous connaissent pas forcément, c'est pas du tout péjoratif, mais vous êtes dans des expertises justement sur la fidélisation. Jean-David, OS, Opinion System, YouWin, c'est deux choses qui se complètent. Ça correspond à quoi? Parle-nous un peu de ça. Oui, alors pour expliquer simplement ce que l'on fait, on vient de basculer sur la nouvelle ère, pour nous qu'on appelle l'ère de la nouvelle relation client, qui est l'intimité client. Et qu'est-ce que l'on fait? On avait auparavant une solution qui nous permettait donc de mesurer, depuis maintenant 15 ans, les avis clients, de les multidiffuser. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller plus loin, parce qu'on part d'un principe, c'est que la relation, elle démarre pas une fois qu'on a signé, elle démarre pas quand on est en cours de signature avec un client, mais elle devrait démarrer aussi et se maintenir après la signature avec un client. Et donc, ce qu'on appelle l'intimité client, c'est pour faire simple, qu'est-ce que l'on fait? On va mesurer un avis client. On va, derrière, une fois qu'on a mesuré cet avis client, on va mesurer le Net Promoter Score du client. Et une fois qu'on a capté le Net Promoter Score, on va proposer au travers de l'application YouWin et de notre intelligence artificielle aux professionnels de pouvoir maintenir un lien continu pour marquer les esprits, finalement, de ce client, et qu'à un moment donné, quand il va prendre la solution de Baptiste, eh bien, il pense à lui systématiquement, favorablement, pour recommander quelqu'un. Voilà ce que l'on fait. Net Promoter Score, juste pour les gens qui ne sont pas instruits en marketing, c'est NPS dans son abrégé, et c'est la capacité d'une personne à recommander spontanément quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas la capacité à une personne à recommander spontanément, c'est quand on va lui demander, c'est une formulation qui est internationale, et cette formulation, c'est qu'on va lui demander clairement, elle est complètement dissociée de l'ensemble des notes. D'accord, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Et par exemple, si tu as une note de 9 sur 10, parce qu'un client t'a dit que tu avais derrière 9 sur 10 sur la prestation de service, on peut pas traduire ça comme c'est un client content et ambassadeur. Donc, on a une question supplémentaire qui est de quelle est la probabilité que vous recommandiez Bruno Rouleau à votre entourage familial, proche ou professionnel? Et là, il va mettre une note entre 1 et 10. 9 et 10, c'est un ambassadeur. Entre 6 et 8, c'est ce qu'on appelle un client neutre, et inférieur à 6, c'est un détracteur de la marque. Donc nous, on va identifier les ambassadeurs au travers de cette question, et on va proposer, puisque ce sont les gens finalement qui aiment véritablement et profondément le professionnel, et on va leur proposer de rentrer dans un programme d'intimité client assisté par l'intelligence artificielle. Merci pour ces précisions, Jean-David. Baptiste, YouCan. Alors, c'est toi qui le précisais, YouCan Lead avant, YouCan maintenant, donc aussi une évolution. Aussi une évolution, voilà, donc on est vraiment sur on est spécialiste de la recommandation et de l'apport d'affaires. Un petit mot sur YouCan, rapidement, c'est donc une suite logicielle, une plateforme qui va permettre à un professionnel de créer une communauté d'apporteurs d'affaires et de l'animer un peu sur la durée également. Pour l'apporteur d'affaires, ce qui est avantageux, c'est que du coup, il va pouvoir recommander ses professionnels favoris en l'échange de récompenses en cash. Généralement, c'est quand même ce qui est un gros moteur de motivation pour la recommandation.
Et pour la petite histoire, en fait, YouCan, c'est une solution qui est extrêmement héroïste parce qu'on permet de mesurer le business qui est généré au travers de l'apport d'affaires. Et donc, on peut dire avec précision que pour 1 euro dépensé dans notre solution, c'est 8 euros de chiffre d'affaires additionnel qui va être généré pour le professionnel. Donc, c'est très apprécié pour ce côté héroïste. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai un petit peu sur le cœur le secteur des IOB et plus particulièrement des courtiers en crédit. C'est le premier secteur dans lequel YouCan s'est lancé, c'est avec des courtiers en crédit, parce qu'aujourd'hui on adresse, j'imagine beaucoup moins de secteurs d'activité qu'Opinion, mais on a quand même une trentaine de secteurs d'activité différents qu'on va adresser, dont toujours évidemment les courtiers en crédit, et c'est normal en fait, pour les courtiers en crédit, le bouche à oreille c'est un phénomène très puissant, donc c'est pour ça qu'on est resté encore fort dedans. Alors, petite rectification, Baptiste, tu adresses beaucoup plus de secteurs que nous. Je vois qu'on adresse beaucoup moins de secteurs d'activité que ça. On est vraiment présent, nous, sur 3-4 secteurs, très présents sur le secteur de l'immobilier. Autant pour moi, j'en ai... Voilà. C'est pour toi, c'est pour toi. Je te le dis. Tu es meilleur. Voilà, je vois qu'on est parti dans les politesses entre personnes de bienséance. Ah non, mais parce que moi, j'étais persuadé, je sais que sur beaucoup de secteurs d'activité qu'on adresse, je vois beaucoup Opinion System sur le marché. La force de la communication, tu sais bien. Ils sont très forts, évidemment. Alors, vous aurez compris qu'on va parler marketing aujourd'hui, parce que le mot marketing a une profondeur de signification qui est étude de marché, analyse de marché, et puis tous les produits, les services et les solutions qui sont dérivés de ces études. Le métier d'intermédiaire bancaire, si je dois faire une introduction, et la raison pour laquelle j'ai souhaité vous réunir aujourd'hui pour parler de ce sujet, c'est que on a toujours, c'est un métier où souvent les gens nous ont dit qu'on gagnait bien notre vie. Donc du coup, captation d'un nouveau client égale argent derrière si ça se matérialise. Mais du fait que la rentabilité sur un dossier est relativement correcte, il se trouve que les intermédiaires de banque ne sont pas forcément impliqués comme dans d'autres métiers pour pouvoir gérer la récurrence dans la relation. Et c'est vrai que ce soit pour les intermédiaires eux-mêmes ou que ce soit dans la relation qu'ils entretiennent ensuite avec la banque, quand ils passent le client à un banquier, c'est souvent le banquier qui se prévalait d'avoir l'exclusivité de cette relation et du coup s'entichait d'essayer de la conserver. Donc, l'IOB était très absent de ce marché. Bien évidemment, le contexte a évolué, la conjoncture a évolué, les commissions des intermédiaires bancaires ont baissé, ce qui veut dire que derrière, elles se sont posées des questions. On a d'abord compensé par les honoraires, et puis il arrive un moment où la concurrence venant, l'arrivée du digital et sa démultiplication fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se diversifient là-dessus et se repose la question de savoir, combien me coûte l'acquisition d'un client et est-ce que je peux la rentabiliser autrement que sur le one shot. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai souhaité échanger avec vous par rapport à ça. Le constat que je viens de faire sur les IOB, Jean-David, est-ce que toi qui travailles avec d'autres acteurs, tous les deux, mais toi qui travailles depuis un moment avec d'autres acteurs professionnels, on parlait de l'immobilier où on avait quand même des proximités assez fortes, est-ce que tu le constates aussi, cette évolution ou cette réflexion? Est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience ou est-ce qu'on est encore trop bien payé, entre guillemets, pour pouvoir s'intéresser à la récurrence? Alors, trop bien payé... On va se faire des ennemis. Trop bien payé, je sais pas et j'oserais pas dire ça pour avoir fait ce métier pendant des années. Et en plus, je ne le pense pas. La récurrence, c'est un vrai sujet et un vrai problème. Si on fait ce parallèle, comme tu me le demandes sur l'immobilier, derrière, on a 2 tuyaux avec de la fuite, systématiquement. Ça veut dire qu'en fait, il y a un gros travail qui est fait par l'ensemble des négociateurs immobiliers, par l'ensemble des professionnels de l'immobilier qui est fait. Et derrière, on a donc un stock d'estimation et on a un stock d'anciens clients. Les estimations, c'est le futur de l'agent immobilier, et les anciens clients, c'est ceux qui les aiment déjà, donc c'est le potentiel de recommandation. Et au travers de ça, cette récurrence n'a jamais été mise en place parce que c'est ce qu'on appelle l'automatic business, et en outre-Atlantique, ils l'ont parfaitement compris.
Ça veut dire qu'en fait, la chasse, comme on l'imagine, est plus du tout la même. Ils ont diminué la façon de chasser. Ils appellent ça d'ailleurs là-bas le farming. Donc, comme dans une ferme, c'est l'élevage. Donc, on va élever les personnes de façon à avoir un apport récurrent en capitalisant sur des gens qui nous aiment déjà. Donc, la fuite des estimations non suivies en immobilier, eh bien, elle se transforme, et je vais te faire le même parallèle avec les courtiers en prêt immobilier, eh bien, c'est que derrière, ça se transforme en une chose, pas de suivi. Un jour, on découvre que la maison est en vente ailleurs. Et de l'autre côté, les anciens clients, quelques années plus tard, on voit que finalement, ceux qui ont vendu leur maison sont ceux qui l'ont retrouvé le nouveau bien parce qu'on ne les a pas suivis. Donc, une fuite de clients qui est juste dingue. Tout le monde en est conscient, pour répondre à ta question. Tout le monde en est conscient parce qu'aujourd'hui, ils en sont tous conscients. Mais je pense que ça n'est pas encore assez violent pour qu'on passe le cap. ça n'est pas encore assez violent pour passer le cap. Et quand j'ai rencontré aussi Diane Lévy de chez Immoprêt, avec laquelle on vient de signer un partenariat, et on la remercie pour sa confiance, elle nous a expliqué que c'est la même chose. Ça veut dire que dessus, il y a énormément de contacts qui sont venus, qui ne sont pas traités, parce que les affaires n'ont pas abouti, donc peu suivis. Donc si je faisais le parallèle, c'est la même chose que pour les agents immobiliers avec leurs estimations. Et de l'autre côté, tous ces clients avec qui ça a contracté, tu l'as dit, il y a un passage de main avec la banque et c'est fini. Voilà, après c'est terminé. Alors que finalement, cette récurrence pourrait avoir lieu parce que ces gens qui ont octroyé un prêt bancaire vont en octroyer certainement un autre plus tard, et derrière, et en les gardant, en les conservant, on les intègre dans un giron, et c'est ça le farming. C'est finalement les enfermer dans un automatic business où ils ne pensent qu'à nous régulièrement, et cette récurrence arrive. Baptiste, toi aussi, vous êtes fait un petit échange de politesse en disant que finalement, c'est toi qui interviens sur plus de secteurs que JD. Avec moins d'expérience. Oui, mais le constat que tu fais, c'est aussi celui-là où il y a des métiers qui semblent vouloir être plus infléchissants ou en tout cas plus violents dans l'infléchissement. Non, je vais quand même rassurer tout le monde. Voilà, c'est pas juste dans les métiers de l'immobilier que les gens ne veulent pas franchir le pas. Vraiment, c'est moi je le retrouve partagé dans tous les secteurs d'activité qu'on adresse quand il s'agit de fidélisation client. Et je rejoins beaucoup Jean-David, moi, sur la vision en fait, ce concept que ces professionnels-là sont assis littéralement sur une mine d'or d'informations, sur de la data. Et ils en sont conscients, c'est vrai. C'est vrai qu'on enfonce une porte ouverte quand on leur dit oui, c'est vrai que vous pourriez utiliser cette donnée de clients existants pour soit trouver des nouveaux clients, soit refaire du repeat, un peu sur donc de la récurrence sur des business. Et ils s'en rendent, ils le savent, mais ils n'ont pas les leviers, je pense, ils connaissent pas tous les leviers pour activer cette base-là. Et donc c'est vrai que dans l'immobilier, je te rejoins complètement, et je vais même étendre un peu ça à pas seulement les clients, mais ils ont même des fois tendance à oublier un peu les prospects, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout. C'est pas parce qu'on n'a pas été jusqu'au mandat ou même jusqu'à la signature de l'acte que en fait la relation s'est mal passée. On n'est pas content, oui, c'est vrai. Donc la base de prospects fait aussi partie en fait d'un vivier de personnes. Juste pour protéger ce que tu dis, c'est que d'ailleurs nos autorités de régulation n'utilisent pas le terme prospect, ils disent client potentiel, c'est-à-dire que la notion de client est déjà intégrée, y compris par le régulateur. Donc, voilà. C'est une philosophie à avoir, et encore une fois que je pense est partagée, mais j'imagine que la réalité du terrain rattrape un petit peu ce qu'ils peuvent en faire en fait de toutes ces données-là. J'imagine qu'ils sont beaucoup sur le quotidien. Toi, Jean-David, tu disais que tu avais aussi une expérience. Tu as été de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, si je peux dire, à un moment donné. Donc, tu sais mieux que moi ce sujet-là. Mais je pense que la prise de conscience, si je peux rassurer un peu tout le monde, elle n'est pas que dans l'immobilier. Moi, on travaille beaucoup, nous, dans le secteur de la rénovation énergétique. C'est un secteur où on est très fort. Et là, c'est pareil. Tout ce qui est chantier, ils sont beaucoup sur la transaction, un petit peu comme effectivement les agents immobiliers ou même les courtiers en crédit qui réfléchissent au one shot. Là où en fait, il y a un potentiel à chaque fois de nouveaux projets ou même de recommandations. J'imagine qu'on va en parler un peu sur ce biais. Bien sûr. Alors, juste avant qu'on parle effectivement de cette distinction qu'on peut éventuellement faire sur le plan de la rhétorique entre parrainage et recommandations, etc. Mais sur ce sujet-là, est-ce que c'est pas le modèle organisé, notamment des statuts des indépendants ou du paiement en variable à la performance commerciale, etc., qui fait que on a
on a mis du temps avant de prendre conscience de ça, parce que clairement, on le sait très bien, on a un cerveau droit, un cerveau gauche. Le commercial est rarement un très rigoureux effectif. Alors, je dirais même, si je sais pas si tu partages cette opinion, mais je dirais même que pour avoir vu beaucoup d'effectifs commerciaux, tout secteur d'activité confondu, et c'est pas du tout un jugement de valeur que je fais, hein, parce que je suis pas commercial naturellement, mais j'ai constaté ça, c'est que en fait, je pense que la ressource commerciale se focus beaucoup sur le présent. Et non pas sur l'avenir, c'est-à-dire sur l'investissement, parce qu'en fait, passer du temps sur ses clients, ses prospects, ça donne pas du résultat tout de suite, c'est sur la durée. Donc, je pense qu'ils se focus, comme tu le disais, avec ce système de commission, de je vais être payé tout de suite, etc., je vais faire du business tout de suite. Ils vont être beaucoup concentrés aussi sur le présent, sur l'entrant. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, des estimations. Je pense que, évidemment, ça, c'est le business le plus proche qu'ils peuvent toucher. Là où, dans la relation client long terme, comme c'est du long terme, peut-être il se projette un peu moins. Peut-être je le dirais plutôt comme ça. JD ? Oui, alors moi je vais simplement prendre les deux modèles qui sont le modèle outre-Atlantique et le modèle France. Le modèle outre-Atlantique ont une vision sur ce que disait Baptiste de la construction. Ils bâtissent un avenir dans l'immobilier et nous en fait on crée de la précarité dans l'immobilier. C'est juste cette façon de voir. Ça veut dire que derrière, quand le marché immobilier va moins bien, avoir le nombre de négociateurs qui sont chassés à un moment donné, on le voit tout de suite. Ça, c'est quelque chose que l'on voit immédiatement. Et comme on ne leur apprend pas à construire, eh bien, on rend ce job précaire. Et sur les courtiers, on a vu, quand les banques ont redressé, voilà, on a vu la même chose. Mais pourquoi ? Pour une raison toute bête, c'est que, ça c'est mon analyse, hein, ça m'est personnel, mais il y a tellement de supports qui amènent des clients. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une agence quelle qu'elle soit, hein, que ce soit chez un courtier, parce qu'on a fait la même chose avec eux en interrogeant Diane, dessus en interrogeant des courtiers chez Mauprès et Yenfi Crédit qui sont clients chez nous, on leur a posé beaucoup de questions dessus. Quand le téléphone sonne, pour eux c'est un signe de business. Donc c'est-à-dire que par exemple dans la profession immobilière, les agents immobiliers quand ils passent des annonces, sur tous les supports qu'on connaît tous, dès que le téléphone sonne, pour eux c'est bon, c'est qu'il y a du business. Ils n'en mesurent jamais l'activité, jamais les vrais retours, jamais les retours sur investissement, et jamais ils se sont posé la question parce que ces supports sont des machines à marketing et des machines à leads qui arrivent et on n'en mesure jamais rien. Puis à un moment donné, si on se disait on les prend plus et on ne travaille que l'existant, mais sauf qu'en fait la douleur est pas assez forte pour qu'on arrive à ça. Alors, il existe forcément, parce que on l'exprime et on est d'accord d'un constat commun qu'on commence à en prendre seulement conscience, mais il y a d'autres métiers. Enfin, moi, j'en ai exercé où quand on perdait par l'argent, on était content. La notion d'outils, de logiciels, de GRC, gestion de relations clients, ça existe, c'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que ces outils aujourd'hui sont soit inexistants, soit insuffisamment enrichis ou pas fiables dans ces métiers? On va plutôt se focaliser, avec votre permission, sur les métiers de l'intermédiation bancaire, voire de l'immobilier, qui est une fois encore très proche. Connexe. Moi, je suis... Alors, inexistant, non, parce que ça fait quand même, tu le disais, tous les CRM existent depuis des vingtaines d'années, les logiciels métiers. Et je crois que si facile, ça a quoi, 20 ans, 25 ans, enfin tout ce que... Oui, voilà. Bien sonné. Hein. Oui, évidemment. Donc, je dirais que peut-être que l'effort d'alimenter ces logiciels-là est plutôt le problème de base, je pense. C'est-à-dire que c'est peut-être pas alimenté à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre pour générer en fait cette construction dont tu parlais. C'est-à-dire de se dire on va vraiment construire proprement notre donnée client et prospect ou client potentiel pour reprendre ton terme sur notre logiciel pour pouvoir l'utiliser. Je sais que moi dans le monde du courtage, c'était assez j'étais très surpris de voir le nombre de professionnels qui n'utilisaient pas les fonctionnalités CRM, c'est-à-dire email marketing, etc., que propose SiFacile, parce que je crois qu'il y a cette fonctionnalité-là, il me semble, sur SiFacile ou SiFaWeb. Il y a d'autres logiciels qui existent sur la place. Il y a d'autres logiciels qui existent sur la place, donc c'est vrai que le problème vient de la data. Après, moi, je suis très confiant pour l'avenir personnellement, puisque je vois qu'il y a beaucoup de solutions qui vont tirer profit de l'IA.
pour permettre de faciliter la saisie. Je pense que le problème, c'est... On va y arriver, et notamment sur l'IA appliquée, pour justement accompagner et aider. C'est un vrai sujet aujourd'hui que je vais aborder aussi également avec vous. Jean-David, également, toi aussi, tu vois, tu constates. On a... toi qui est plus dans l'immobilier initialement, mais on a tous en tête, et on va pas citer les marques, mais des tentatives multiples et répétées de mise en place de GRC, et au final, c'est quasiment des centaines de milliers, voire des millions d'euros qu'on met à la poubelle, parce qu'au bout de 5 ans, on s'aperçoit que ça marche pas. Donc c'est lié, une fois encore, c'est lié au statut, c'est parce que les gens sont tournés commerce, ou c'est parce que, comme on l'évoquait, ou est-ce que c'est aussi le statut de la notion d'indépendance, parce que Baptiste, tu disais, tout le monde a un logiciel de GRC. Moi, je te dis qu'il y a encore des gens qui traitent leur base de données sur des fichiers Excel. Hein. C'est tellement plus facile à exporter quand on se bat. Bon, là, c'est un sujet, je vais pas enfoncer de porte ouverte, mais le sujet principal, c'est aujourd'hui, finalement, c'est quand on regarde un objectif, c'est pourquoi est-ce qu'on saisit ? Je pense que la base, elle vient de là. Pourquoi est-ce qu'on va saisir quelque chose ? Quand on saisit, combien de leads arrivons-nous encore aujourd'hui à obtenir au travers de suite marketing dont parlait Baptiste, au travers de ce qu'on appelle des rafales d'emails ? Tout le monde fait la même chose. On est juste arrivé au bout d'un système. C'est que quand on voit que vous êtes spammé de partout, eh bien derrière ce système-là, finalement, je pense qu'il en a été décourageant pour les personnes. Contre-productif. Contre-productif. Décourageant. Et comme il était contre-productif et décourageant, eh bien finalement, quand on impose aux gens de saisir quelque chose, la saisie est subie. Elle est subie et elle n'est pas vue comme un objectif d'efficacité dans le temps. C'est même des fois, d'ailleurs, utilisé par des directeurs commerciaux en objectif. C'est-à-dire, il faut juste saisir le CRM. Saisir. Oui, c'est la saisie. On voit des incentives parfois sur de la saisie. Ouais. Mais c'est, ça reste quelque chose. On dit tout le temps, moi je dis tout le temps quand les personnes me posent la question, est-ce qu'il faut le faire ? Bien sûr qu'il faut le faire parce qu'il faut qu'on ait des données. Et puis il y a un deuxième phénomène, Bruno, sur lequel je vais venir. C'est de la façon dont les CRM sont faits. Ils ne sont pas ce qu'on appelle user-friendly. Ça veut dire que derrière, vous voyez, moi par exemple, j'utilise au bureau Teams. Microsoft Teams, on est tous sur Teams, on utilise ça. Des gens, je pense qu'au bout d'une semaine, on a arrêté de fonctionner comme ça. Des gens me mettaient des tâches. Et comme ils me mettaient des tâches, eh bien en fait, le matin, j'arrivais, 27 tâches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris le réflexe de cliquer sur la croix qui m'efface toutes les tâches. Même pas décoché. J'ai cliqué sur la croix qui m'efface toutes les tâches et je m'en suis peu occupé. Ça veut dire que derrière, dans notre mode de fonctionnement, quand une machine nous apporte de l'information systématique et quand on n'a pas suivi le fil dès le départ, c'est fini. Ça s'empile. Et donc, c'est ce qui fait que ça devient inefficace. Moi, on me demandait il y a très peu de temps, et je conclurai là-dessus pour cette partie-là, on me disait, mais comment tu arrives à faire en sorte que les collaborateurs immobiliers souhaitent leur anniversaire à leurs clients au travers de ton application YouWin, contrairement à nos CRM qui leur rappellent de le faire et ne le font pas ? Parce que j'aurais simplement rappelé une chose, c'est qu'un CRM, de la façon dont il est piloté, il est souvent piloté pour contrôler. Et là, l'application YouWin, elle est volontairement faite pour être entre le collaborateur et ses clients. C'est ça la différence de l'intimité client. Ça veut dire que quand on parle d'intimité client, c'est entre le collaborateur, c'est sur son bon vouloir. Il le fait ou il ne le fait pas, mais c'est sur son bon vouloir et c'est entre ses clients et lui. Et la relation est plus humaine qu'une tâche qui va envoyer un email automatique parce que ça m'a rappelé de le faire. Voilà. Non, mais ça, c'est tout à fait compréhensible et je le concède totalement. C'est-à-dire que les concepteurs de logiciels sont généralement avant tout des informaticiens ou des gestionnaires qui prennent contact avec les opérateurs du marché qu'ils souhaitent pénétrer et du coup, derrière, on est plutôt sur l'effet inverse, c'est-à-dire je commence par créer mes bases, je commence par créer mes règles et après, je vois comment je peux rendre plus friendly commercial. Ouais. Alors qu'effectivement, comme tu l'expliques, c'est sans doute en prenant le sujet à l'inverse qu'on arrivera à les convaincre. Ok, alors, d'accord pour les bases de données.
est-ce qu'on peut faire, du coup, on va rentrer dans le détail un peu de la sémantique, est-ce qu'on peut faire une grosse différence entre la notion de fidélisation et la notion de parrainage? Moi, c'est quelque chose de très personnel que je veux dire, c'est mon opinion, parce que je pense que c'est soumis à interprétation, voilà. forcément. Moi, je pense que le parrainage, c'est une forme de fidélisation. En réalité, c'est comme ça que moi je le traduis. Parce que le parrainage permet de garder le lien avec son client, parce que c'est lui qui va nous faire la mise en relation avec un filleul potentiel, et par ce fait-là, on garde le lien avec notre parrain. En plus, on sait qu'un parrainage bien traité, ça sera aussi un client qui sera beaucoup plus à même de recommander, de faire une nouvelle commande, chez ce même professionnel. Nous, par exemple, pour vous donner un petit ordre d'idée, pour parler un peu chiffres, on sait que sur l'application, on voit toutes les mises en relation qui passent sur notre plateforme et on voit celles qui ne sont pas traitées dans les temps par le professionnel. Il y a des professionnels qui ne prennent même pas la peine de traiter les parrainages qu'on leur envoie. Ça arrive. Et comme ils ne prennent pas le temps de traiter les leads que son employeur achète, etc. En plus, oui, en plus. Mais là, on parle, justement, c'est aussi ce que disait Jean-David sur l'importance du lien entre le commercial et son client. Là, c'est vraiment sa relation directe avec son client. C'est pas là son patron qui lui envoie, c'est vraiment son client qui lui envoie un lead. Et quand on a ça, on sait que nous, il y a un taux de 95% d'abandon en fait du client, enfin du parrain, qui ne recommande plus jamais le professionnel sur l'application. Donc il y a directement un lien d'effet entre je rappelle pas la personne que tu m'as envoyée, du coup je t'enverrai plus jamais personne. Voilà. Et donc il y a peu de chances que je refasse du business avec toi par jeu de logique. Donc moi je suis assez convaincu que le parrainage en fait est une forme de fidélisation pour tous les professionnels qui ne peuvent malheureusement pas s'appuyer sur des secteurs comme d'autres secteurs d'activité, tu sais, tout ce qui est retail, e-commerce, etc., où il y a de la récurrence par nature, où là c'est facile, tu fais une carte de fidélité, ton prochain achat, etc., tu reviens chez moi. Là où quand on va parler des courtiers en crédit, c'est un peu plus difficile de créer cette récurrence, encore que maintenant, il y a multimétier, et c'est vrai que tu peux remplir... alors là, je vous donne... Ton expertise. Oui, non, pas mon expertise, plutôt mon expérience et mes cheveux blancs. C'est de dire que ceux qui font ça correctement, avec un portefeuille peut-être plus réduit, parce qu'ils n'ont pas le temps, ont un taux de retour et de nouvelles relations qui est très élevé. Puisque, sur des nouveaux produits ? Oui, mais tout simplement, je prends des exemples concrets que j'ai déjà rencontrés, plusieurs fois d'ailleurs. C'est des personnes qui financent une résidence principale. Les personnes, c'est des gens avec des revenus et ils viennent me revoir derrière pour les aider à financer leur investissement locatif. Et puis derrière, les enfants se marient, et ils vont les aider ou ils vont les aider à s'installer sur un projet professionnel et tous les malheurs de la vie qui peuvent exister avec les accidents et le besoin de crédit qui peut exister avec ça. Donc, il y a une récurrence. Alors, il y a quand même le sujet de bien faire son job et de bien ficeler la première relation qu'on a avec le client. Mais effectivement, si on ne l'entretient pas, hormis le coup de chance que le client pense à nous ou que nous, on entretienne la relation, il y a de fortes chances que la personne va soit repasser par le banquier à qui on l'a confié, soit prenne une opportunité, parce que le vendeur de défiscalisation locatif, il a aussi peut-être un accord avec un autre courtier. Jean-David, sur ce sujet fidélisation, parrainage, ta solution sur la notion d'intimité dans la relation, je crois que justement, tu fais bien cette distinction. Oui. Alors, voilà, tout ce qui est parrainage, c'est pas des choses qu'on sait faire. Je m'y suis intéressé il y a quelque temps. Et finalement, je me suis aperçu que sur le marché français, c'est ma perception des choses, on était encore déjà trop loin par rapport à ça. Et donc, en fait, j'avais vu que finalement, on partait de la vie client. Et puis, naturellement, je m'étais dit, j'arrive ici et plus loin, ça va me faire... je vais matcher, voilà, j'ai un écart, voilà, j'ai ça et je vais arriver à de la recommandation. Donc, j'avais déjà vu, j'avais pas eu la chance de connaître Baptiste, mais j'envisageais pas de faire moi-même une application. J'envisage soit d'en racheter une ou de créer des liens avec une application de recommandation. Et au final, je me suis simplement aperçu d'une chose, c'est que si on ne l'éduquait pas les personnes à avoir cette fameuse intimité client, comme tu l'as dit, pour que tu deviennes finalement ce qu'on appelle et ce que nous prônons le professionnel de famille, parce que c'est exactement comme ça que tu viens de le définir. Je suis tellement connu et tellement proche des gens que je rentre dans leur famille. Voilà, et c'est ça. Et donc, si je n'entretiens pas ce lien-là avec ces personnes-là,
la notion de recommandation ou de parrainage a peu de chances d'aboutir. Et je vais même vous donner un scoop. Je pense que déjà, je suis déjà allé trop loin, donc je suis déjà en train de ramasser la raclette pour la ramener encore un peu plus près. Et vous le verrez en septembre sur ce qu'on va faire, mais je ramène la raclette un tout petit peu plus près, encore, parce que l'intimité client est encore un petit peu trop loin, malheureusement, du savoir-faire que nous avons en France par rapport à la relation client. Donc ça veut dire qu'en fait, cette fameuse éducation, maintenir un lien avec les gens et autres, c'est vraiment pas dans notre ADN. Et donc derrière, il faut éduquer le marché. Voilà. Alors, le teasing de folie pour rentrer, ça, joli, c'est bien. La bombe est posée là. Ouais. Et il a la commande pour la faire sauter. Donc, effectivement, cette notion de gagner la confiance, est-ce que tu peux essayer de la définir un peu? Parce que ça se décrète pas, la confiance. Non. Ça se gagne. Oui. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je comprends pas. Je lui envoie une newsletter toutes les semaines. Je lui fais tous ses anniversaires. Et puis, la personne, elle répond pas. Ou quand je l'appelle, elle est pas là. Est-ce que on a mal compris? Je suis provocateur parce que je sais qu'on partage les mêmes avis, mais est-ce qu'on a mal compris ce que c'était que d'entretenir une relation avec un client? Oui, tu viens déjà de donner sa définition en 2-3 mots. Tu viens de dire, on envoie une newsletter, on envoie des anniversaires, tout ce qui est transactionnel n'a aucun impact émotionnel. Voilà. Donc, ce qui veut dire que dans la confiance, la façon dont elle se gagne, déjà la confiance, c'est au premier abord qu'on va gagner la confiance. C'est sur notre comportement, sur notre façon d'être. Là, je suis demain un courtier en prêt immobilier. La première confiance, ou là où je vais perdre la confiance des personnes, c'est sur la communication. 82% de l'insatisfaction que nous avons aujourd'hui sur Opinion System sur la partie immobilière concerne la non-communication au moment où les gens sont entrés en contact avec l'agent immobilier jusqu'à l'acte notarié. C'est la non-communication. 82% de la satisfaction est là. Donc la confiance, elle se gagne déjà là, sur le côté sérieux. Je communique, je vous parle. Tu imagines bien qu'en fait, on passe par un courtier en prêt immobilier. La seule chose, c'est que le cœur bat un peu pour comprendre que derrière, est-ce que notre dossier va être accepté? Oui. Donc c'est-à-dire on est dans une phase anxiogène, tout comme quand on vend avec un agent immobilier. Habituellement, on peut peut-être les éviter quand il nous démarche, mais le jour où on met son mandat en vente, quand le téléphone sonne, je peux te dire qu'on est presque prêt à sortir d'une réunion pour prendre le téléphone. Donc, ça veut dire que cette communication, elle est très très importante. Donc la confiance, c'est d'abord un comportement. Et ensuite, cette confiance, elle s'entretient parce que sinon elle est déceptive. Donc, si je t'ai fait confiance, et la déception, tu vas voir qu'en fait, quand on donne cette définition, la déception est bien plus forte que le gain de la confiance. Je t'ai trouvé super, je t'ai trouvé top. Et puis finalement, il s'est passé un truc, parce qu'il va se passer quelque chose. On ne peut pas avoir confiance en tout le monde. Quand on passe avec quelqu'un, on accroche ou on n'accroche pas. Mais si vraiment j'ai accroché avec toi, ma déception sera d'autant plus forte si jamais en fait tu ne gardes pas le lien avec moi, parce que je me dirais j'étais vraiment un numéro pour lui. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on crée des liens avec les gens et qu'on souhaite créer des liens forts, il faut les maintenir pour pénétrer tout le reste, parce que la coupure va amener une déception plus forte que finalement, si j'avais rien fait. Que si finalement on a eu une relation neutre et lambda. Voilà. Voilà. La confiance, elle se gagne depuis le départ en communiquant énormément avec les gens. Ils ont besoin de beaucoup d'informations. Ils ont besoin d'être rassurés. On ne les rassure pas. On les appelle au bout de 15 jours, on n'a pas de nouvelles. On les appelle, mais il s'est rien passé. Oui, mais dites-le moi qu'il s'est rien passé. Vous voyez. Voilà. Dites-le moi. Voilà. On a juste besoin de l'entendre. Alors, j'entends bien. Complètement d'accord, mais le commercial va te dire oui, mais moi je suis obligé d'aller gratter du business, c'est de plus en plus dur, on est dans une période compliquée, le client c'est plus un rendez-vous, c'est 5 rendez-vous, etc. Donc j'ai pas le temps de faire ça. Alors tu l'évoquais tout à l'heure, Baptiste, mais l'IA, est-ce que vous l'utilisez tous les deux, peut-être déjà pour vos outils, sans que ça soit du secret de famille, mais en tout état de cause, vous l'utilisez sans doute déjà. Est-ce que c'est arrivé, cette émergence et cette démultiplication des outils d'assistance intelligence artificielle est pas peut-être une solution sous réserve de bien s'en servir comme un assistant et non pas de lui demander de faire à la place. Je suis content que tu termines la phrase parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que effectivement, la confiance dont parlait Jean-David, on est sur un phénomène vraiment humain, le plus basique, basique possible. Et donc, c'est en aucun cas
un outil doit remplacer cette relation humaine. Et d'ailleurs, nous, quand on parle de YouCan, on dit toujours aux professionnels, ça ne doit pas remplacer la relation que vous avez avec votre client. Vous devez l'appeler, vous devez le voir, vous devez quand même garder ce lien physique qui est quand même très important pour entretenir cette confiance-là. Par contre, là où je te rejoins entièrement, c'est sur cet aspect peut-être d'optimisation du temps. Et c'est là où l'IA... je vais éviter de louper des choses. Où je vais... Voilà, pour les rappels, pour tout ce qui est effectivement même traitement des tâches un peu administratives et fastidieuses qui apportent peu de valeur sur le traitement commercial. Donc, en gros, pour répondre à ta question, nous, d'un point de vue purement commercial, pour mes commerciaux, je dirais qu'on n'est pas encore full capacity, on n'est pas capé au maximum sur les outils IA pour se dire que mes commerciaux ont une relation parfaite avec leurs clients. Mais on va dans ce sens-là pour que tout ce qui est, je vais donner un exemple tout bête, je pense que vous connaissez tous, la prise de notes sur des rendez-vous. Nous, par contre, ça, par exemple, on le fait avec une IA pour que ça puisse être... en fait, ils perdent pas de temps à faire des mails de rapports. Des comptes rendus. Des comptes rendus auprès du client. Tu vois, ça, par exemple, on a quelque chose d'automatisé. Donc, dans ce sens-là, ça peut aider. Mais effectivement, il faut bien garder en tête que l'IA, c'est pas un outil magique qui remplace la relation humaine, en fait. Je rebondis une fois encore aussi sur la notion de parrainage qu'on a commencé à aborder. Le parrainage, dans notre métier en tout cas, est souvent associé ou couplé, comme vous voudrez, avec une notion, une donnée financière. J'ai le droit de donner, je vais récompenser financièrement. Est-ce que dans vos constats, vous avez aussi toujours la pérennisation ou la prolongation de ces habitudes et de ces fonctionnements? Moi, je dirais que c'est important. Le fait de récompenser numérairement, je dirais, un parrain pour un apport d'affaires, c'est vrai que ça reste un moteur assez important, mais c'est pas le seul moteur. C'est pas le seul moteur parce que nous, par exemple, on fait vraiment tout type de récompenses. On propose aussi bien des récompenses en cash qui correspondent à la majorité des récompenses, mais il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de faire des donations, c'est-à-dire que pour un parrainage, on va permettre à un particulier de faire plutôt un don à une association de son choix. Oui, ou de partager cette somme-là entre une partie pour lui, une partie pour une œuvre caritative, c'est lui qui choisit. Ou une action. Exactement, ou même aller jusqu'au chèque cadeau. On a même un partenariat avec Illicado maintenant où en fait on propose des cartes Illicado à la demande sur l'application. Donc on permet de couvrir un peu tous les cas de figure. Et ce qu'on constate d'un point de vue statistique, je dirais, c'est qu'en fait le choix de la récompense et le montant de la récompense influent très peu sur la qualité de la recommandation derrière. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment une analyse statistique parce qu'on a plus de 40 000 mises en relation par exemple l'année dernière et on a essayé de voir s'il y avait une corrélation entre est-ce que le courtier qui va donner 200, 300, 400 euros à ses clients va avoir plus de mise en relation, de meilleure qualité, etc. Et en fait, non, pas du tout. C'est très peu. C'est-à-dire que ça gagne de quelques points, on va dire, le taux de recommandation entre quelqu'un qui donne 100 euros et quelqu'un qui donne 300 euros. Donc ça nous rappelle bien que humainement, en fait, on recommande pas pour l'argent. Voilà, c'est important de garder ça en tête dans le parrainage. Tu parlais de financier, et je sais que moi, pendant très longtemps, j'ai été sur des plateaux télé un peu incisifs où on m'avait dit, je sais qu'on m'avait déjà dit, ouais, mais du coup, si je gagne de l'argent pour recommander, je vais recommander tout le monde. Je vais prendre mon carnet d'adresse et je vais recommander tout le monde. Et dans la réalité, en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. D'accord. Est-ce que toi aussi, par rapport à cette notion, c'est une approche légèrement différente quand même, ce sujet-là, puisque le parrainage n'est pas au cœur mais est-ce que tu as quand même un retour par rapport au résultat de cette intimité de la relation, de cette relation poursuivie, et du coup, le taux de parrainage qui en découle souvent, ou est-ce que c'est une donnée que tu n'as pas forcément? Non. C'est pas une donnée qu'on regarde parce qu'encore une fois, comme je dis, je vais même ramener ma raclette plus proche que je ne vais l'étendre. Et par contre, la chose que je peux dire de façon assez fiable et ce que je reconnais complètement, c'est que on va recommander encore une fois pour la personne. Voilà. Et là, je partage la notion de, je suis pas forcément influencé par le montant. Le montant peut donner envie,
C'est certainement le déclencheur. Ouais, certainement le déclencheur. Mais par exemple, je n'irai jamais parce qu'on me propose 300 ou 400 euros recommander une personne en laquelle je n'ai pas confiance. Voilà, par exemple. D'accord ? Donc, quand on lit les deux, c'est super. Puis après, il y a une notion aussi émotionnelle dedans qui est extrêmement intéressante, qui est la récompense spontanée. La récompense spontanée, elle n'a pas de prix. Quand je dis elle n'a pas de prix, celle-ci, c'est que quand on entretient avec une famille, avec des clients, un vrai lien, et qu'à un moment donné, ces clients nous recommandent sans rien nous avoir demandé, agir spontanément, alors que ça n'était pas écrit dès le départ, marque très fortement émotionnellement les esprits. D'accord, voilà. Donc ça c'est voilà ma vision de la recommandation. Et même si je comprends parfaitement que c'est toujours intéressant. Oui, il y a encore des gens qui fonctionnent à l'attractivité. À l'attractivité. Mais en fait, j'ai envie de dire parfois quand on ne s'y attend pas. Ça encore plus plaisir. Ça veut dire que si tu t'attendais à toucher un chèque de 300 euros, je vais te donner un exemple concret, si tu t'attendais à toucher un chèque de 300 euros et que mais finalement tu ne t'y attendais pas parce que personne t'avait rien dit, mais que le montant était de 300, mais qu'on ne te dit rien, que tu recommandes spontanément, puis qu'on t'amène un cadeau d'une valeur de 100 euros, tu pourrais émotionnellement le percevoir presque plus fort que les 300 euros qui étaient écrits dès le départ. D'accord. Voilà. Ok, voilà. Je veux rebondir effectivement là-dessus parce que ça joue aussi sur un biais cognitif, encore une fois très humain, qui est que la recommandation dans l'acte de recommander, moi je veux recommander un ami par exemple un professionnel, c'est vrai qu'on cherche avant tout une gratification personnelle, non financière, une gratification, ça pourrait vouloir dire argent, mais une gratification personnelle d'avoir servi à quelque chose. Il y a des bouquins qui parlent de ça, des thèses qui parlent vraiment de ça, où en fait c'est vraiment effectivement quelque chose inné en nous. Ça paraît pas égoïste à la base quand on dit je vais aider quelqu'un pour le recommander auprès d'un courtier, alors qu'en fait ça active quand même chez nous un phénomène un petit peu égoïste dans le sens où c'est d'abord je vais me faire plaisir aussi parce que je sais que c'est grâce à moi qu'il aurait été mis en relation avec ce courtier. Et donc en fait, c'est vrai que la récompense qu'on met derrière, qui est d'un point de vue purement financier, elle sert surtout de moteur, elle sert surtout de levier pour activer beaucoup plus de phénomènes de recommandation, même si effectivement derrière c'est pas le montant qui va influer, mais c'est plutôt la gamification, si on parle, tu parlais un peu de marketing, donc le fait de rendre la chose ludique pour amener les gens à recommander davantage, surtout. Alors, on a beaucoup parlé des clients ou des clients potentiels, bien évidemment. On a fait l'impact sur les commerciaux. Est-ce que c'est pas tout l'écosystème qui fonctionne un peu comme ça? C'est-à-dire que on pourrait parler des prescripteurs, par exemple, qui sont aussi une population, pour le coup. Alors moi, quand je donne mes cours à des courtiers, je leur dis, on a de la chance, on n'a que des clients. Mon banquier, c'est un client, parce que j'ai besoin de découvrir ce qu'il a besoin. Mon client, c'est un client, mais mon prescripteur est aussi un client, parce que j'ai besoin de l'éduquer, j'ai besoin de l'accompagner, y compris sur ce que je suis capable de faire, et surtout derrière, de lui donner un retour. Est-ce que ce principe que vous évoquez pour les clients ou les clients potentiels vaut aussi pour les prescripteurs? C'est à moi de... Ah bah, si tu veux, oui, les deux seront interrogés. Alors sur cette question, je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux intelligences artificielles qu'il fallait que ce soit des assistants. Bon, je ne vais pas prêcher le contraire, c'est exactement ce qu'on a fait. Youin est un assistant de relations humaines et d'intimité client. Il t'assiste et il te dit exactement quoi faire parce qu'il est entraîné pour que tu puisses surprendre émotionnellement tes clients. Dans Youin, tu as la possibilité, et ça, on y va étape par étape, parce que moi, je libère des fonctionnalités de l'application vraiment étape par étape, parce que quand tu donnes tout, le premier réflexe, c'est qu'on n'utilise rien. Et donc, étape par étape, et donc on les forme. Là, je vais mettre prochainement Youin Academy à l'intérieur, qui est toute une formation sur le farming, qui va leur montrer finalement comment on élève aussi des prescripteurs pour maintenir une intimité client avec ces prescripteurs. Donc, bien entendu, qu'ils doivent rentrer exactement dans la même notion, dans la même chose qu'avec des clients, parce que ça reste de la relation humaine. On doit prendre de leurs nouvelles, on doit avoir des petites attentions qui n'ont pas d'intérêt commercial. C'est comme ça qu'on fait tomber. Ouais. Oui, tu voulais rebondir. Pour compléter, oui, bien sûr, parce que c'est complètement vrai. En fait, je crois que d'ailleurs,
de mon expérience, il n'y a presque pas meilleur secteur d'activité que les courtiers en crédit pour montrer cette efficacité dans la relation avec les prescripteurs. Moi, c'est vraiment quand j'ai connu les courtiers que j'ai vu leur manière de travailler avec les agences immobilières, par exemple, autour d'eux, que j'ai compris la puissance vraiment d'entretenir une relation de confiance et surtout une relation très forte avec des partenaires qui ne sont pas des clients, en fait, enfin, qui ne sont pas, on va dire, théoriquement des clients, mais qui sont j'ai des clients courtiers qui ne fonctionnent qu'à ça, en fait, quasiment. C'est que des agences immobilières autour d'eux qui les alimentent en dossier. Et ça passe, nous, par exemple, pour faire des statistiques, des comparatifs, par exemple, entre courtiers, on voit que ça passe énormément par la communication. C'est marrant, parce que tu parlais de ça tout à l'heure, mais le fait de donner des informations... nous, on a une plateforme d'échange, hein, donc c'est comme ça qu'on le sait. Hein, je ne suis pas derrière les courtiers à chaque fois pour voir s'ils appellent bien leur agent IMO, mais on a un système de chat. Et donc, je vois les courtiers qui maintiennent un chat avec leurs agents immobiliers. Ils ont des résultats beaucoup plus forts dans les taux de conversion, dans les dossiers qu'ils obtiennent avec les agents immobiliers que versus les courtiers qui en fait traitent pas forcément, enfin qui communiquent pas avec leurs agents immobiliers, par exemple. Ok, moi ça me va très bien. Ça fait des années que je prône ce genre de choses-là, bien évidemment. Et c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien quand on se connaît. Alors, ok, fidélisation, relations humaines à fond, parce que ça reste la base de la confiance. Comment est-ce que j'arrive à convaincre les équipes de mon agence ou de mon réseau à épouser cette façon de raisonner et de mettre en place? Parce que première chose qu'on va me rétorquer souvent, c'est d'accord, mais c'est du temps, le temps, je peux pas faire un dossier pendant ce temps-là. Si je peux pas faire dossier, je vais gagner moins, etc. Est-ce que tu me le compenses, hein, parce qu'il y a toujours la compensation, etc. Et vos expériences à l'un et l'autre par rapport à l'installation de vos outils dans des enseignes ou dans des cabinets. Ok. Alors, il y a quelque chose. Alors là, je vais être assez dur. Non mais voilà. Vas-y, on n'a pas nos mots. Sur la réponse, je vais être assez dur. Sur le secteur des agences immobilières, il y a 10 ans en arrière, les réseaux de mandataires sont arrivés. C'était un peu plus que 10 même. Peut-être 15 ans. Alors on va dire 15 ans. Il y a vraiment 10 ans qu'ils ont, pour moi, qu'il y a une lumière et ça a percé. C'était des guignols, ça ne tiendrait pas. Il y a une guerre entre les agences vitrées et autres, peu importe. Aujourd'hui, c'est 27% de part de marché. Il n'y a plus de débat. À 27% de part de marché, il n'y a plus de débat. S'il y a bien, est-ce que c'est le bon modèle? J'en sais rien, peu importe. C'est pas ce que je cherche à savoir. Par contre, il y a bien une chose que les réseaux de mandataires nous ont appris. Ils nous ont appris une chose et on devrait prendre cet enseignement, mais non pas à la légère, très sérieusement, c'est qu'ils ont réussi à finalement responsabiliser des agents commerciaux que nous, dans les agences immobilières, nous infantilisons. Quand je dis on les infantilise, ça veut dire que derrière, on leur dit « vous payez rien », vous ne faites rien, derrière tout est pris en charge parce que finalement on a tellement besoin de monde dans l'immobilier que celui qui peut déjà accepter le statut d'agent commercial, on le prend tout de suite. Et derrière on se dit, au pire du pire, un peu à la Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça pourra fonctionner, de toute façon il ne me coûte rien. Et on a très souvent... Il fait 100 000 balles, voilà, 10 gars de font 100 000 balles, je fais 1 million. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, on a comment fonctionné comme ça. C'est un modèle qui a fonctionné, mais là, aujourd'hui, sur les réseaux de mandataires, ils sont responsabilisés. Et quand on dit qu'ils sont responsabilisés, c'est quoi? Et c'est là où je vais répondre à ta question, c'est que systématiquement, quand on va là dans certaines agences immobilières, quand on veut proposer YouWin, l'écran immédiat du chef d'agence, c'est « mes collaborateurs ne feront pas ». C'est vrai. C'est ça, c'est mes collaborateurs ne feront pas. Voilà. Voilà, mes collaborateurs ne feront pas. Ça, c'est l'écran, c'est le bouclier immédiat. C'est vrai. Rien qu'avec ça, on a déjà tout dit. Ça veut dire qu'au final, les chefs d'agence aujourd'hui sont déjà en train de nous dire on peut plus jamais, plus jamais rien faire au final. C'est fini, on est arrivé au bout. Voyons, si on est déjà arrivé au bout alors qu'en fait on est en train de démarrer sur les IA que les collaborateurs ne font pas, c'est chiant quoi. Donc voilà, on est au bout. Et dans les réseaux de mandataires, quand vous allez en voir un, vous dites demandez-leur, ils vont se l'acheter. Et je crois que la notion pour faire quelque chose, c'est la notion de paiement. Il faut arrêter au final. Voilà, ça veut dire qu'il faut arrêter
Derrière, de dire il faut que les agents commerciaux, que ce soit chez les mandataires qui soient dans le secteur du courtage en prêt immobilier, dans la profession immobilière, à un moment donné, il faut les impliquer financièrement pour utiliser quelque chose. Et maintenant, il ne faut plus considérer qu'il y a une agence immobilière avec des personnes. Il faut considérer que l'immobilier, c'est une somme d'individus complète. Et en fait, on va s'adresser à un collaborateur. Il faut accepter que l'on s'adresse maintenant à des collaborateurs pour les responsabiliser et les élever aussi. Et très souvent, on imagine que quand on va les élever, ils vont quitter la marque pour faire autre chose. Alors que pas du tout. Si on les élève et qu'on leur apprend à construire et qu'on les met en avant, au final, c'est pas comme ça qu'ils partent. C'est parce qu'on ne les met pas en avant. Et c'est parce qu'on ne les élève pas vers le haut et on ne leur permet pas de construire qu'ils partent. En imaginant qu'ailleurs, ça va être mieux. Si on les élève et qu'ils ont créé un farming de dingue, ils resteront dans les agences. Oui. Moi, j'ai une autre approche aussi, mais je suis complètement aligné avec cette approche-là et je vais vous donner un exemple. Nous, à un moment donné, on a voulu tenter un business model où en fait l'abonnement était gratuit pour les agents mandataires. Donc vraiment dans les réseaux d'agents immobiliers mandataires. Et en fait, on a constaté que l'utilisation était proche du néant. Parce qu'il y avait, je pense pas, ce pain, en fait, pour je paye pas, donc de toute façon, effectivement, que je m'en sers, que je m'en sers pas, ça servira à rien. Oui, alors que nous, on s'était mis dans une dynamique où, à partir du moment où vous allez payer, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a fait le turn, on a dit bon bah maintenant, c'est décidé, on leur demande d'investir un montant, quel qu'il soit, et c'est vrai que ça crée cet effort où ça les responsabilise. Pour reprendre ton terme. Tu vends moins, mais tu vends mieux. Mais moins, non, parce qu'en chiffre d'affaires, finalement. Chiffre d'affaires, je fais plus parce que au moins les gens payent et l'utilisent quand ils payent. Là où par contre, en fait, quand je leur demandais que c'était à l'utilisation, payer à l'utilisation, finalement ils l'utilisaient pas beaucoup et donc je gagnais moins. Donc je gagne aussi mieux. Mais c'est là où je veux rejoindre Jean-David, c'est qu'en fait déjà cette approche-là de responsabilisation, je suis entièrement d'accord. Et là où je veux aussi compléter, alors c'est une autre approche, peut-être que tu l'as aussi, je pense parce que vous êtes assez bon là-dedans, mais nous ça a été aussi le wall, vraiment le mur, c'est en fait c'est la conduite du changement. Ça s'appelle, c'est un vrai terme, c'est la conduite du changement. C'est moi mes commerciaux, ils vont pas s'emmerder à l'utiliser. Pardon, ils vont pas s'embêter à l'utiliser. Et donc en fait une autre approche qu'on a trouvée, c'est de se dire on va maximiser notre outil sur l'automatisation, c'est-à-dire on va s'intégrer avec des CRM, on va s'intégrer avec ou Excel ou des outils comme Zapier. Je ne sais pas si vous connaissez, si c'est un outil d'automatisation. Alors moi je suis une quiche, donc tu peux me donner les noms que tu veux. Non mais je crois que Jean-David a acquis quelque chose de connu. Je connais Zapier, on l'utilise. Je dis pas que des bêtises, tu vois. Non. Et donc et en fait en automatisant, ce qu'on s'est rendu compte sur certains réseaux, alors pas dans l'immobilier parce que c'est difficile d'automatiser avec des solutions immobilières, mais dans d'autres secteurs d'activité, on a constaté que en fait tout ce qui était invitation dans les programmes de parrainage, les communications, etc. En fait, c'est pas le commercial qui faisait, c'était un peu le système CRM qui l'automatisait. Ça faisait des résultats ça a créé du résultat auprès des clients, des parrains. Et donc, c'est revenu vers la ressource commerciale, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le client parrainait, donc il y a des filiales qui revenaient vers le commercial. Et donc, le commercial s'est dit en fait c'est vrai que ça me sert, ça me sert, donc là je vais passer du temps, etc. Donc c'est une autre approche qu'on a trouvée, que je dis pas qui marche à 100%, mais qui peut compléter un peu ça rejoint si j'ai bien compris ce que disait Jean. Mais bien sûr, en tout cas on est alignés. Oui. Alors le temps passe super vite, surtout avec des gens passionnés, donc avec un énorme grand plaisir. Je vais vous demander, on va conclure la table, mais je vais vous demander en quelques mots si vous aviez quelques conseils à donner aux commerciaux du monde de l'intermédiation bancaire par rapport à ces sujets de fidélisation. Ça serait quoi ? Ok, alors moi si j'avais un mot à leur dire, c'est je vais redire ce que j'ai, c'est l'intimité client. Ça veut dire qu'en fait c'est de rentrer dans un programme humain et de laisser faire des CRM. L'automatisation qu'ils ont l'habitude de faire, ne pas arrêter, faut laisser, on continue, c'est bon pour la marque, mais par contre de rentrer dans un programme d'intimité client avec des échanges, de vrais échanges
avec leurs clients et pas des échanges automatiques faits, de vrais échanges avec des programmes qui assistent pour ça. C'est ça en fait l'avenir. Voilà, l'avenir pour fidéliser un parc, c'est celui-ci. Pour moi, c'est la nouvelle ère de la relation client. Alors, si tu me permets de compléter, parce que je connais, on a souvent discuté toi et moi là-dessus, mais il faut aussi le manipuler. Il faut pas non plus se perdre dans de l'émotionnel quand le client n'attend pas d'émotionnel. C'est-à-dire que si j'ai juste la confirmation d'une date de rendez-vous pour une ouverture de compte bancaire, pas besoin de faire une litanie, etc. Par contre, on peut effectivement spotter sur une information, mais par contre, il faudra effectivement l'accompagner en disant « Oui, alors vous avez bien reçu la date à laquelle on se retrouve un quart d'heure. » Et là, pour le coup, je l'appelle et je lui dis « On se retrouve un quart d'heure avant, on y va ensemble. » Voilà, soit c'est un SMS qui part, parce que l'émotion se génère pas forcément qu'à l'appel téléphonique. Oui. Le contact physique, c'est ce qu'il y a de meilleur. On est d'accord, mais comme il y en a plein qui ne le font pas, on vient presque à l'oublier, mais enfin, ça serait le meilleur. Ensuite, le téléphone est pas mal. Et s'il y a après, l'autre point, c'est le SMS. Mais attention, le SMS qui part du téléphone portable du collaborateur vers celui du client et pas une plateforme SMS. Et il va faire presque autant d'effets parce que j'ai reçu un petit SMS de mon conseiller, qui m'a envoyé ça, et c'est son vrai téléphone, c'est vraiment lui qui l'a fait et qui me l'a envoyé. En fait, si dans tous ces mondes virtuels, si on doit retenir une chose, c'est que maintenant toutes les actions qu'on doit mener, il faut qu'elles soient vraies et qu'elles fassent vrai. C'est tout. Il faut plus que ça ait l'impression d'être fake, c'est tout. Baptiste, toi aussi, ta petite conclusion là-dessus? Une petite astuce. Oh, si t'as envie. Non, parce que j'ai pas la prétention de dire aux commerciaux comment faire leur métier, parce que c'est eux qui les connaissent le mieux. Moi, je veux juste faire un parallèle, et peut-être ça va comme ça boucler la boucle avec ce que tu disais sur la culture anglo-saxonne, enfin nord-américaine, parce que je la connais très bien. Moi, j'ai travaillé là-bas quelque temps, et en fait, alors je veux pas rentrer dans de la politique, hein, c'est pas ça du tout. C'est juste que les Nord-américains, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils sont mauvais, la nourriture par exemple, mais il y a des choses où vraiment ils sont excellents, c'est sur le commercial, sur la relation commerciale, vraiment sur le business, sur le côté business. Et en fait, le conseil moi que je peux donner à toute ressource commerciale, c'est qu'en fait c'est pas si dur que ça, que d'instaurer une relation long terme avec son client et de faire confiance pour le coup à, je sais pas si je peux imaginer ça un peu avec une graine qu'on plante quand on rencontre un client pour lui dire ce client-là, il va m'apporter du business, que ce soit par lui-même ou par son entourage, plus tard. Et c'est vrai que c'est du farming. Oui, le vrai terme, effectivement, c'est carrément du farming, ou de l'élevage en bon français, versus le chasseur. Exactement. Et je peux l'illustrer très bien ça avec, encore une fois, un chiffre qu'on a nous sur YouCan, parce qu'on voit les gens qui invitent leurs clients, on voit les professionnels qui invitent leurs clients dans le programme de parrainage. Et on constate qu'il y a des fois des gros écarts avec des professionnels qui ont une moyenne de environ 20% d'acceptation de clients qui rejoignent le programme de parrainage versus des clients qui ont 75% pour les meilleurs d'acceptation. On se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il a forcé à signer. Il a forcé, il a mis le pistolet sur la tempe. Et en fait, quand on leur demande mais comment vous faites, le client nous dit en fait c'est tout simple. Lorsque le client est en face de moi, d'où le physique, alors tout le monde peut pas le faire parce que des fois il y a le digital, mais lorsque le client est en face de moi, je le prends vraiment par la main et je lui explique pourquoi il peut me recommander. Je lui montre comment on me recommande sur l'application. Vraiment, je l'accompagne. Et là, il a 75% d'acceptation de parrainage. Et donc, mathématiquement, il a 2 à 3 fois plus de business. Mathématiquement. Écoutez, on en arrive à la clôture de cette table ronde. Franchement, j'ai toujours du plaisir à vous entendre tous les deux. Votre passion et votre connaissance de l'étude du marché et de vos solutions est un vrai bonheur. Moi, je me permettrais juste d'ajouter, et ça c'est encore l'expérience qui vous parle, c'est penser aussi à animer spontanément, tu l'évoquais tout à l'heure sur le cadeau, mais pensez à animer spontanément votre communauté de clients, de prospects, etc. Spontanément. Combien
combien de fois j'ai répété en animation de réseau ou en animation d'agence, organiser des événements une fois par an sur un anniversaire, sur l'anniversaire de l'agence. C'est pas des coûts et des budgets énormes, mais ça marque les esprits. Dans tous les cas, vous en tirerez, et là je te rejoins complètement Jean-David sur ce que tu disais, vous en tirerez spontanément plus de fierté et d'envie de garder le contact et de recommander qu'autre chose. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement un peu de rigueur au début, ça va vous faciliter la vie, ça va augmenter votre business à terme. On l'a tous évoqué, et personnaliser votre relation. Plus on a de digital, plus le client a besoin de relations humaines, quoi qu'on en dise. Merci Bruno, c'était très passionnant, merci. Merci Baptiste, merci Bruno. Eh ben écoutez, je suis vraiment ravi de vous avoir eu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. On se retrouve bientôt sur un nouvel enregistrement de la table ronde. Je vous rappelle que c'est en partenariat avec le Média Imo et c'est la Fédération du courtage en crédit. À très bientôt. Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.